bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là pour vous parler de ce thème qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Donc voici le plan que je vous propose. On parlera brièvement de ce que c'est la cardiotoxicité, de ces traitements anticancéreux, comment on peut stratifier le risque et puis le lien bidirectionnel entre le cancer et les maladies cardiovasculaires, et puis comment utiliser cette même stratification du risque pour suivre et puis traiter les personnes. Donc, comme introduction, c'est vrai que ce domaine prend de l'ampleur depuis de nombreuses années maintenant parce qu'il y a un grand succès dans les thérapies anticancéreuses. On est passé, vous allez voir maintenant, d'une thérapie finalement moins ciblée à de plus en plus ciblée. Et puis ça veut dire plus de patients qui guérissent, plus de patients chez qui, si on n'arrive pas à les guérir, on arrive à contrôler la maladie. Vous avez un exemple ici de la survie de tous les cancers, et là vous en avez 5, vous avez une augmentation assez impressionnante de la survie. Vous avez l'exemple du sein, du mélanome, on est à 5 ans et une survie de plus de 90%. À côté de ça, on a aussi une amélioration des traitements cardiovasculaires. J'ai mis ça par rendre jaloux mes collègues, donc on fait aussi du bon travail. Donc les patients vieillissent, il y a plus de maladies chroniques et puis il y a une interaction finalement avec ces deux grandes maladies. Tout ce que je vais vous présenter là est issu des premières recommandations européennes qui ont été publiées en 2022. Et puis tout récemment, cette année, on a eu la première conférence européenne sur le thème de la cardio-oncologie, et puis un petit peu de travail aussi sur notre groupe de travail en cardiologie en Suisse. Donc ça, c'est la définition qu'on utilise. Donc la cardio-oncologie est une sous-spécialité de la cardiologie qui s'intéresse vraiment à optimiser le traitement cardiovasculaire, enfin la santé cardiovasculaire pour les patients atteints de cancer avant, pendant et après un traitement anticancéreux. Donc quelques bases de la cardio-oncologie, et puis peut-être sur les 4 prochaines slides, il faut garder un peu ces concepts en tête parce que ça va vraiment être répétitif et il faudra interpréter les données et puis tout ce que je vais vous dire avec ces concepts. Donc, la première chose, c'est que la cardio-oncologie nécessite une collaboration étroite entre les différentes sous-spécialités cardiologues, avec les différentes sous-spécialités en cardiologie, que ce soit la rythmologie, l'imagerie, etc. Et puis évidemment une collaboration étroite avec l'onco-hématologie et puis finalement aussi avec le généraliste. Vous avez aussi cette notion de cardiotoxicité permissive qui est une notion très importante puisque finalement on aura une balance entre soit un risque cardiovasculaire du traitement à contrebalancer avec le risque d'effet, le bénéfice du traitement oncologique, et puis parfois un risque d'événement cardiologique aigu, de nouveau à contrebalancer avec le bénéfice du traitement oncologique. Donc finalement, on comprend qu'il y a de plus en plus moins la nécessité d'arrêter les traitements oncologiques parce que le patient est trop à risque ou parce que le patient fait un événement cardiologique aigu, et puis finalement on va pouvoir accompagner le patient pour qu'il puisse terminer son traitement oncologique si le risque cardiovasculaire ou l'événement cardiovasculaire n'est pas fatal évidemment et n'est pas déraisonnable. La stratification du risque est une notion très importante aussi, parce que finalement toute la prise en charge va être définie par cette notion de risque. Et vous allez voir qu'on va devoir évaluer le risque cardiovasculaire à différents moments du parcours du patient qui nécessite un traitement anticancéreux. On dit qu'il y a un risque à évaluer au début, baseline, il y a un risque qui peut augmenter selon le traitement qu'il va recevoir, et puis surtout, à la fin, ce n'est pas terminé, il faudra restratifier le patient parce que son risque cardiovasculaire peut augmenter en fonction des autres comorbidités du traitement qu'il a reçu. Donc c'est vraiment cette notion de risque cardiovasculaire dynamique qui va évoluer avant, pendant et après un traitement anticancéreux. Encore d'autres définitions, donc on distingue les événements cardiotoxiques aigus, tardifs ou très tardifs, et puis comme j'ai dit avant, différents moments dans le parcours du patient seront importants pour réévaluer la situation. Ce qui le rend un peu compliqué évidemment, c'est que les traitements cardiotoxiques, les traitements anticancéreux ont un profil de toxicité finalement extrêmement varié.
Ça peut toucher finalement n'importe quel composant du système cardiovasculaire, que ce soit le muscle cardiaque lui-même, le péricarde, le système de conduction, les vaisseaux. Et du coup, il faut aussi tenir compte des facteurs qui sont traitement dépendants. Et c'est finalement comme ça qu'on essaye de stratifier les patients. Une chose à garder en tête aussi, c'est que l'évolution des traitements oncologiques est vraiment extrêmement impressionnante. Je vous ai dit avant, on passait des traitements moins ciblés, historiquement comme les anthracyclines, et puis maintenant des thérapies de plus en plus ciblées, comme les tyrosine kinases et puis l'immunothérapie. Il ne faut surtout pas essayer de lire les choses sur cette slide. J'ai essayé de mettre le maximum de traitements oncologiques possibles sur une slide. Je n'ai pas réussi. Et chaque ligne là est finalement un protocole, finalement une association de plusieurs chimiothérapies. Et du coup, vous comprenez l'ampleur du problème. Je vous invite à utiliser ce site qui est très bien référencé, qui référence très bien les différents protocoles utilisés en oncologie. Peut-être pour illustrer ce que je vous dis, je vous parle d'un cas clinique, une patiente de 46 ans qui se plaint d'une dyspnée 2 ans après avoir eu un traitement anticancéreux. Vous voyez qu'elle a pas mal de facteurs de risque cardiovasculaire, elle est en surpoids, une dyslipidémie, une histoire familiale chargée en termes de maladies coronariennes. Elle a aussi un bloc de branche gauche. Et puis comme comorbidité, elle est connue pour un syndrome d'apnée du sommeil qui est appareillé et puis un asthme. Elle a malheureusement eu un diagnostic en 2019 d'un carcinome canalaire invasif du sein droit, oligométastatique, avec finalement comme traitement néoadjuvant une chimiothérapie, et le FEC là, c'est à base de anthracycline, l'épuribicine. Elle a ensuite eu une mastectomie bilatérale et puis de la radiothérapie en adjuvant et une hormonothérapie aussi en adjuvant. Donc, sa présentation, les investigations initiales pour cette dyspnée ont pas mal gêné par le Covid, où elle a perdu pas mal de temps on pensait que c'était l'asthme, une IVRS, finalement c'était pas ça. Elle a continué à évoluer jusqu'à ce qu'elle développe des signes clairs d'insuffisance cardiaque. Ça c'est son ECG, vous voyez un rythme sinusal et puis un bloc de branche gauche avec un QRS très large. Et ça c'est à l'arrivée à l'hôpital où elle est un petit peu tachycarde. Là je vous montre son échographie, 2 ans après un traitement anticancéreux, alors qu'elle avait eu une écho, ça j'ai oublié de le préciser, avant le traitement qui était rapporté comme normal. Vous voyez que là le ventricule gauche, dans la vue parasternale, est dilaté avec une fonction qui est mauvaise. Ce n'est pas un ventricule très heureux. En courax, vous voyez aussi la fonction systolique, elle est vraiment effondrée. Seule chose positive, c'est le VD qui ne se contracte pas trop mal. Et puis, quand on met la couleur sur la valve mitrale, on a une régurgitation mitrale sévère qui finalement explique sa présentation au pré-OAP quasiment. À ce moment-là, la FEVG est estimée à 10%, elle a une dilatation sévère et puis cette IM significative. Comme tous les patients qui arrivent en insuffisance cardiaque aiguë, il y a un bilan extensif pour essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive au VG. Donc tout le bilan sera négatif jusqu'à l'IRN, où finalement on confirme la dysfonction ventriculaire gauche sévère. Et puis les patterns de rehaussement tardif n'aident pas vraiment à trouver une étiologie. Et comme souvent, on se rappelle du traitement qu'elle a eu et puis on évoque une toxicité des anthracyclines tardive pour expliquer cette dysfonction. Elle a un traitement classique d'insuffisance cardiaque basé sur les 4 fantastiques, donc MRA, bêta-bloquant, IEC, ici le l'ARNI, sacubitril/valsartan, et puis un inhibiteur SGLT2. Elle continuera son hormonothérapie qui sera repris assez rapidement après la sortie de l'hôpital. Puis là, ce que vous voyez, c'est qu'elle répond assez vite et bien. Donc en 2 mois, elle baisse ses biomarqueurs cardiaques
Symptomatiquement, ça va beaucoup mieux. Elle a une petite augmentation de la FEVG, mais qui reste quand même sévèrement diminuée. Et puis le ventricule gauche reste dilaté, mais diminue en taille. Vous voyez que sa radiographie, il y a un petit appareil qu'on a rajouté en plus, parce qu'elle est candidate finalement à une thérapie de resynchronisation, ce qui va aider au remodelage. Et puis vous voyez qu'à 2 ans, sous traitement médical optimal, elle a une FEVG à 50%, avec toujours une très discrète dilatation du ventricule gauche, pas d'insuffisance mitrale, et puis symptomatiquement ça va bien aussi. Donc les anthracyclines, c'est vraiment les premières chimiothérapies. Si le patient ne se rappelle plus de quel nom de médicament il a reçu, si je viens de poser la question d'une perfusion rouge, en anglais, les patients appellent ça le Red Devil, et ils se rappellent très bien de cette perfusion rouge. Donc ça, c'est pour l'histoire, l'anamnèse. C'est souvent une perfusion rouge. Donc c'est utilisé dans plusieurs cancers que vous voyez ici. Puis la toxicité, le mécanisme d'action, le mécanisme physiopathologique est centré sur une dysfonction endothéliale parce que les anthracyclines interfèrent avec une topoisomérase 2-bêta qui sont au niveau des cardiomyocytes. Et c'est la 2-alpha qui est anti-tumorale et qui est sur les cellules tumorales. Et puis, cette dysfonction dysfonction mitochondriale va mener aussi à toute une série de dégâts au niveau de l'ADN. Et puis, les patients vont développer soit une fuite des troponines, et puis ça peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque. C'est une étude très importante pour la cardiotoxicité aux anthracyclines en 2015. Là, vous voyez que le déclin est le plus habituellement dans la première année, voire 2 ans après l'exposition. Et puis si on arrive dans cette étude à détecter les patients qui sont en train de baisser leur fonction, on peut intervenir, les traiter et puis infléchir un peu cette descente et les gens peuvent récupérer une fonction. Donc, d'où l'intérêt de faire des échographies répétées et puis de suivre les patients. Là, vous avez un collectif de patients récents, une étude espagnole qui a suivi les patients qui allaient recevoir des anthracyclines et puis qui les a catégorisés en dysfonction VG discrète en termes de fraction d'éjection du ventricule gauche et puis les biomarqueurs. Si la FEVG était en dessous de 50%, c'était déjà une toxicité légère. En dessous de 40%, c'était sévère. Puis ce que vous voyez là, c'est qu'il y a finalement, avec cette catégorisation, ça identifie les patients qui finalement vont mal évoluer et puis vont avoir plus d'événements et puis une survie cardiovasculaire moins bonne une fois qu'ils ont diminué leur fraction d'éjection. Ça, c'est important aussi parce que ça nous a appris qu'on peut avoir une baisse de la fraction d'éjection ou une dysfonction cardiaque qui est uniquement définie par les biomarqueurs ou des altérations de la fraction d'éjection avant même que les symptômes arrivent. Donc il y a vraiment cette notion de la dysfonction cardiaque asymptomatique. Et c'est la base de la définition de la dysfonction cardiaque en lien avec un traitement anticancéreux. Il n'y a pas seulement les anthracyclines, il y en a plein d'autres, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais une notion importante, c'est qu'on peut avoir une dysfonction cardiaque asymptomatique. Et chez les asymptomatiques, ce sera basé sur les biomarqueurs cardiaques ou si la fraction d'éjection baisse de manière significative pendant le traitement. Classiquement, on définit ça comme plus de 10% de baisse ou si elle est sévère asymptomatique, si elle descend de plus de 40%, enfin une valeur moins que 40%. Et puis si on n'a pas tout à fait les 10%, on rajoute d'autres marqueurs comme les biomarqueurs où on va brièvement discuter un nouveau paramètre, la fonction systolique du ventricule gauche qui s'appelle le strain longitudinal global. C'est un paramètre de déformation longitudinale. Il y a plein d'autres mécanismes et qui finalement sont résumés ici où il y aura une dysfonction endothéliale par certains traitements. Je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail ici. C'est un schéma uniquement pour vous rappeler la diversité aussi en termes de physiopathologie de ces effets cardiotoxiques des traitements. Une notion importante, c'est qu'il n'y a pas que du muscle ou du vaisseau, il y a aussi une interaction avec le processus d'athérosclérose. On parle d'athérosclérose accélérée.
qui peut être engendré par certains types de traitements. J'en donnerai quelques exemples après. Donc finalement, on essaye de définir des pathologies cardiovasculaires aiguës pendant le traitement avec une définition, comme vous voyez ici pour les 5 cardiotoxicités les plus fréquentes. On a parlé de la dysfonction VG, mais il y a aussi la myocardite, une toxicité vasculaire, l'hypertension ou les arythmies, avec une définition qui est finalement spécifique pour le traitement, enfin le patient oncologique. Ça c'est important parce que cette définition va d'emblée intégrer une notion de cardiotoxicité permissible, donc on n'aura pas les mêmes seuils pour intervenir. On aura aussi finalement une gradation de la sévérité pour permettre de décider si on continue le traitement, si on arrête, si on optimise les gens et puis si on les réexpose. Comment est-ce qu'on stratifie les patients? En baseline, vous avez finalement des facteurs de risque patient dépendants que vous voyez ici. C'est finalement la base de l'anamnèse cardiovasculaire. On va s'intéresser aux facteurs de risque cardiovasculaire, un examen clinique détaillé. On va aussi devoir détailler ou détecter des cardiopathies préexistantes qui sont méconnues parfois et qu'on diagnostique au moment du cancer. Et puis on va se baser sur les données de l'ECG, des biomarqueurs si c'est disponible, et puis des paramètres d'imagerie. Tout ça pour finalement décider s'il faut peut-être décaler le début du traitement anticancéreux pour bien optimiser la maladie cardiovasculaire qu'on aurait détectée au moment du diagnostic, que ce soit des arythmies, une insuffisance cardiaque ou une hypertension artérielle. Et puis aussi pour finalement discuter avec le patient d'emblée s'il est à haut risque de son parcours de soins et de son suivi cardiologique qu'on va proposer en fonction de son risque. Pour les patients qui ont un risque faible cardiovasculaire, on va finalement alléger le follow-up en cardiologie et puis finalement ça sera fait par l'oncologue, alors que pour les patients à risque plus élevé, on va proposer une surveillance basée sur l'ECG, la clinique, une écho ou certains autres examens pendant le traitement. Donc ça c'est finalement une stratégie qui permet aussi d'allouer les ressources pour qu'on se concentre plus sur les patients à haut risque et qu'on allège un peu le suivi pour les patients à bas risque. On a aussi basé sur ces critères de catégorisation du risque, finalement aussi à quel moment est-ce qu'il faut référer le patient à un cardiologue ou à un cardio-oncologue. Et évidemment, les patients à haut risque en baseline devraient être référés pour une évaluation cardiologique ou dans certains cas quelqu'un qui a l'étiquette de la cardio-oncologie. Ça c'est un exemple d'outil qui aide à la stratification, qui est disponible online assez facilement. Je vous invite à l'utiliser. Ça a été validé, vous allez le voir, pour plusieurs types de cancers. Il y a plusieurs types de traitements anticancéreux. Il y a les anthracyclines, mais il y a aussi d'autres thérapies plus ciblées que vous voyez ici. Et puis quand vous allez cliquer dessus, vous allez devoir sélectionner plusieurs paramètres d'antécédents, de biomarqueurs et puis de facteurs de risque cardiovasculaire. Ça c'est pour les anthracyclines. Si on fait ça chez la patiente que je vous ai montré avant qu'elle commence son traitement, en fait, elle aura prédit par ce score un risque modéré. Et là, vous voyez que on propose un suivi ECG et puis pour le risque modéré, un suivi des biomarqueurs cardiaques et puis un suivi écho un peu plus rapproché que si elle était clairement bas risque. Ce score a été validé et a une bonne performance en termes de catégorisation des patients en haut risque, bas risque. Là, chez plus de 1000 patients qui allaient recevoir un traitement par anthracycline, ce score a pu vraiment assez bien les catégoriser, avec la moitié catégorisée en bas risque et puis l'autre moitié en risque allant de léger à très sévère. Puis vous voyez que c'est aussi assez la performance est bonne en termes de prédiction des événements cardiovasculaires comme la dysfonction symptomatique ou asymptomatique et même prédicteur aussi sur la mortalité toutes causes confondues. Cet outil est aussi validé pour d'autres traitements, c'est en cours de validation, il faut que ce travail continue pour qu'elle soit utilisée pour d'autres thérapies ciblées notamment.
Et puis, probablement que dans les années à venir, on va devoir intégrer des outils d'intelligence artificielle, la génomique, les analyses génétiques sont importantes aussi pour raffiner ce score, mais ça c'est un peu la musique d'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ce score? C'est au moment où le patient commence et qu'on commence à faire des échos, on a pas mal d'évidence qu'on peut s'améliorer dans la détection de la dysfonction cardiaque infraclinique. Infraclinique, pourquoi? Parce qu'avant de développer une insuffisance cardiaque, les patients souvent passent par cette dégradation de la fonction qui va être finalement diagnostiquée par une évaluation des biomarqueurs et de nouveau asymptomatique. Et puis on a un outil maintenant à l'échographie où on peut analyser des paramètres de dysfonction longitudinale du ventricule gauche. Donc il faut imaginer que c'est un paramètre de fonction systolique. En plus de la FEVG, on va pouvoir déterminer ce paramètre qui rajoute une information supplémentaire. Et je ne vous montre pas les études ici, mais c'est un paramètre qui est plus sensible pour la détection de la dysfonction cardiaque. Ça veut dire qu'elle va s'altérer avant même que la fraction d'exécution commence à baisser. Et donc ça nous a aidé un petit peu à affiner un petit peu cette stratification du risque au moment du traitement cardiotoxique. Donc ça s'appelle dans les rapports d'écho, vous verrez ça s'appelle le GLS, un Global Longitudinal Strain en anglais. Un petit mot sur la pathologie cardiovasculaire au moment où on fait le diagnostic de cancer et de vous rappeler ce lien entre la maladie cardiovasculaire et le cancer. C'est un lien qu'on a, une association qu'on voit parce que les patients avec cancer ont souvent finalement une maladie cardiovasculaire et puis l'inverse est vrai aussi. On sait que les patients avec une insuffisance cardiaque par exemple chronique ont un risque plus élevé de cancer. Pourquoi ce lien? Il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être des dérèglements hormonaux, un dérèglement du métabolisme, mais aussi des facteurs génétiques qu'on ne connaît pas. Par le biais de l'inflammation, c'est aussi incriminé dans ce processus qui explique ce lien. Et puis, par le biais des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc là, vous avez une série d'études observationnelles qui décrit bien l'association entre nos facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels, comme l'obésité par exemple, et puis l'augmentation du risque du cancer, certains types de cancers, et puis des maladies cardiovasculaires. En gros, tous les conseils que vous donnez d'hygiène de vie vont être bénéfiques en termes de protection des maladies cardiovasculaires, mais aussi pour diminuer l'incidence du cancer. Est-ce que même si on sait ça, est-ce qu'on fait bien? Probablement il y a des choses à améliorer. Là vous avez un collectif de patients à gauche ici qui ont été diagnostiqués récemment d'un cancer de la prostate et vous voyez que plus de la moitié au moment du diagnostic avait un facteur de risque 2 ou 3 mal contrôlé au début du traitement. Et la même chose pour les femmes, un collectif assez récent, une étude italienne où vous avez aussi plus de la moitié des femmes au moment du diagnostic du cancer du sein, au début du traitement, qui avaient des facteurs de risque mal contrôlés, que ce soit l'hypertension artérielle, le diabète ou la dyslipidémie. Et en plus de ça, vous avez, selon le traitement que vous utilisez, un risque d'hypertension artérielle ou de dyslipidémie, d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent être augmentés. Donc là, je ne vais pas tous les parcourir, mais vous voyez qu'il y a toute une série de médicaments utilisés en oncologie qui augmentent ici, l'exemple c'est pour l'hypertension artérielle, donc soit de nouveau, ou qui aggravent une hypertension préexistante. Un exemple de cardiotoxicité permissive, c'est dans la définition de l'hypertension artérielle, en fait on a des seuils différents que pour la population générale pour intervenir. On va être en vert ici beaucoup plus permissif en fonction de la tension artérielle systolique et finalement commencer à intervenir à des seuils un peu plus élevés que pour les patients qui n'ont pas un traitement anticancéreux. Et ça c'est parce qu'on aimerait laisser ces patients le plus longtemps possible sur leur traitement tout en ayant des stratégies pour éviter les pics hypertensifs sévères qui vont mener à l'arrêt du traitement. Pour l'hypertension artérielle, ce qui va être recommandé, c'est les IEC, les sartans, les anticalciques, et puis on va éviter
le diltiazem ou le verapamil. Et puis on va conseiller au patient, s'il arrive, de suivre sa tension artérielle à domicile. Et ça c'est un outil extrêmement important, l'automesure, et puis pour aussi que le patient soit acteur de sa prise en charge. Là, je vous parlais de certains types de traitements. Ici, le nilotinib, qui est une tyrosine kinase, qui, en fonction ici du risque stratifié par Framingham, le risque selon les facteurs de risque cardiovasculaire, vous avez une relation dose dépendante. Donc, avec une dose plus élevée de nilotinib, vous avez plus finalement d'événements cardiovasculaires, ce qui fait penser qu'il y a finalement un effet aussi de la molécule qui peut expliquer cette augmentation des événements. Et une des hypothèses là, c'est que ça accélère l'athérosclérose. On a des données que certains traitements ciblés peuvent augmenter l'inflammation au sein de ces plaques, que ce soit par une augmentation des monocytes et puis des macrophages qui activent les plaques et qui accélèrent finalement l'athérosclérose. Il n'y a pas que les tyrosines kinases, vous avez aussi entendu parler des immune checkpoints. Donc on lève le frein pour aider les lymphocytes du système immunitaire pour lutter contre le cancer. C'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé et qui peut aussi la conséquence de ça, c'est une suractivation finalement des lymphocytes qui peut inflammer n'importe quel organe. Au niveau du cœur, qu'est-ce que ça fait? Ça peut faire une myocardite, une péricardite, mais au niveau des vaisseaux, ça peut aussi favoriser cette athérosclérose accélérée en activant les plaques parce qu'il y aura plus de macrophages, la plaque sera plus active en termes inflammatoires. Ici, vous avez d'autres types de traitements anticancéreux qui favorisent cette accélération de l'athérosclérose. Tout ça pour dire que finalement, que ce soit pour l'athérosclérose ou les différents facteurs de risque, la base pour protéger nos patients d'un risque cardiovasculaire pendant le traitement, c'est vraiment d'optimiser les facteurs de risque cardiovasculaire. On doit vraiment s'améliorer, c'est vraiment la base. Avant de commencer à donner les traitements plus compliqués, il faut vraiment qu'on puisse s'améliorer ça dès au moment du diagnostic. J'aime bien cette étude qui a été publiée dans le New England tout récemment, qui montre l'importance de l'activité physique, qui doit faire partie de notre message. Là, vous avez une série de patients traités pour un cancer du côlon, qui ont été opérés, qui ont eu la plupart du temps une fluoropyrimidine. Avec au niveau de la randomisation, soit des conseils qu'on donne, soit un programme d'entraînement pendant 3 ans. Et vous voyez qu'ici, on a un bénéfice en termes de survie, mais aussi en termes de récidive du cancer. Donc, en fait, on fait aussi un bien pour la prévention des cancers. Sur les dernières slides, je vais vous parler maintenant de maladies cardiovasculaires qu'on peut détecter au moment du cancer. Il n'y a pas que les facteurs de risque cardiovasculaire. Là, vous avez une étude observationnelle qui a regardé la prévalence de maladies cardiovasculaires pour différents types de cancers. Vous voyez que le cancer du sein est en tête ici avec le cancer du poumon est en tête ici avec le cancer du sein ici, mais ça, au final, sur le collectif global, vous avez 15% à peu près de maladies cardiovasculaires qui étaient documentées au moins 5 ans après le diagnostic. Et vous voyez que cette prévalence, elle augmente avec l'âge. Donc c'est vraiment pas rare de tomber sur une maladie cardiovasculaire au moment du cancer. Un exemple, c'est l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque que vous voyez au niveau de la classification, je vais m'attarder un tout petit peu sur cette forme qu'on appelle une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et ça, je pense qu'on doit aussi s'améliorer pour détecter cette forme d'insuffisance cardiaque au moment du diagnostic de cancer. C'est souvent des patients âgés, c'est des patients qui sont hypertendus et qui ont le substrat en fait pour développer ce type d'insuffisance cardiaque. Le diagnostic est probabilistique, est basé sur un score clinique, elle est très difficile. Chez un patient qui est symptomatique, vous avez le score ici qui est intéressant, le FPEF score qui est assez simple, basé sur des critères très simples cliniques. Et puis si vous avez plus de 6 points, vous pouvez retenir le diagnostic. Et c'est important d'optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée avant que le patient rentre dans son traitement anticancéreux. Donc ça, c'est un exemple
de ce qu'on peut faire pour optimiser, détecter les maladies cardiovasculaires. Maintenant, après un traitement anticancéreux, le travail n'est pas fini, il va falloir restratifier les patients, je vais passer assez vite ici, et on va se concentrer finalement sur les patients ayant reçu des doses de chimiothérapie importantes en termes d'anthracycline ou qui ont été combinées avec la radiothérapie. Et là, on va stratifier les patients aussi après un traitement anticancéreux en bas risque et à risque très élevé. Et puis, juste un petit mot sur la radiothérapie qui peut aussi avoir des effets sur plein de structures différentes en induisant une fibrose au niveau du péricarde, du myocarde, mais, et puis qui doit être intégré dans ce score-là. La radiothérapie, c'est important qu'on se rappelle qu'il y a aussi des progrès qui ont été effectués par rapport à la cardioprotection. Ce n'est pas la même chose d'avoir reçu une radiothérapie, même si c'est sur le médiastin avant l'année 2000, qu'après l'année 2000, parce que les doses finalement sont moins élevées. Et donc ce risque est à pondérer en fonction de à quel moment est-ce que la radiothérapie a été donnée. Et puis finalement, on va proposer un suivi basé de nouveau sur cette stratification du risque. Et puis pour les patients à risque élevé qui ont reçu beaucoup de radiothérapie, beaucoup d'anthracycline, on va proposer aussi dans leur suivi après le cancer une échographie sériée à 2 ans par exemple. Pour finir, une petite cata-anamnèse de notre patiente. Donc à 4 ans, elle a malheureusement eu une progression de nouveau oligométastatique et cette fois-ci on lui propose du ribociclib. Ribociclib, c'est un inhibiteur CD4/6 qui a vraiment montré une amélioration des outcomes pour les patients métastatiques. Et puis évidemment, avant de donner le feu vert, on doit de nouveau restratifier la patiente, regarder à quel point elle est bien contrôlée en termes de facteurs de risque cardiovasculaire, regarder à quel point sa pathologie cardiaque, insuffisance cardiaque en l'occurrence, est bien traitée et on a donné le feu vert. La particularité du ribociclib, et c'est ça qu'il faut aussi intégrer, c'est que ça allonge le QT, donc on va donner aussi un protocole de surveillance de l'ECG et puis d'éviter tous les autres traitements qui peuvent allonger le QT. Donc ici à l'hôpital, on a une consultation qui est dédiée au suivi principalement des patients haut risque avec des prestations qui sont pour les patients hospitalisés, mais aussi dans l'ambulatoire. Et je remercie ma collègue avec qui je travaille vraiment beaucoup et sans cette personne, je serais, je pense, vraiment, ouais. Alors, voilà, je la remercie, Madame Paco Schneider. Et puis, donc voilà, on essaie d'identifier les patients à haut risque avant, pendant et après, et puis leur offrir un suivi cardiologique plus rapproché. Donc je finis avec quelques take-home messages. Donc principalement cette stratification du risque qui doit être faite avant, typiquement à 12 mois après un traitement anticancéreux, et puis si le patient est à haut risque de manière périodique selon son risque, et on a intégré des facteurs de risque patient dépendants mais aussi traitements spécifiques. Et finalement, c'est un travail d'équipe parce que pour les hauts risques, vous avez bien compris, il y a une plus-value pour un spécialiste, mais pour tout ce qui est bas risque, faible risque, la base c'est vraiment le suivi en oncologie et aussi par le généraliste pour continuer à optimiser au moins tous les facteurs